Bonjour, chers téléspectateurs de TLR TV. Bienvenue à l'émission Oumo Dianingouvou, l'Union fait la force, les solutions panafricanistes. Je suis donc Diogène Séni. J'ai le plaisir de vous retrouver après, allez, on va dire quelques petites semaines d'arrêt de notre émission pour des raisons de calendrier, pour des raisons aussi de saison, puisque vous savez que nous sommes dans une période un peu particulière. Les agendas des uns et des autres bougent beaucoup. Et donc, nous avons tenu à reprendre pour faire la dernière émission sur la série des 4 que nous avons annoncée avec le professeur Nicolas Grou, enfin disons 5, puisque c'est la dernière, la 5e émission. Je voudrais vous remercier énormément pour avoir été fidèle à ces 4 premières émissions qui sont publiées, diffusées sur tous les réseaux possibles que vous avez sur Internet. Aujourd'hui, nous allons donc clôturer cette série avec cette émission consacrée aux questions, aux interventions, aux interrogations que vous avez bien voulu nous faire parvenir, soit écrire directement sur les plateformes où l'émission est diffusée, soit nous l'envoyer par adresse mail. On a sélectionné quelques-unes. Alors, donc, je voudrais, avant de commencer, rappeler d'abord que le professeur Nicolas Grou avait pris l'engagement de faire cette série d'émissions et il est avec nous. Merci beaucoup, professeur Grou, pour cette fidélité à votre engagement. Et je voulais commencer d'abord par ça. Bien, merci. En tout cas, merci à vous tous qui êtes les organisateurs de cette rencontre avec les Africains. Et j'en profite pour saluer tous les Africains, toutes les Africaines qui nous écoutent et qui, j'espère, vont comprendre l'essentiel de notre combat pour que nous puissions, cette fois-ci, je veux dire, pour que l'Afrique puisse rentrer dans le train du nouvel ordre mondial multipolaire guidé par Vladimir Poutine de la Russie et la Chine. Merci beaucoup, professeur Agbo. Donc, je rappelle que nous avons fait 4 émissions. La première émission, c'était sur la monnaie unique africaine. La deuxième émission, c'était sur l'industrialisation de l'Afrique. La troisième a porté sur la création de l'État fédéral africain. Et la quatrième, donc la toute dernière avant celle-ci, c'était la solution anthropologique. Je rappelle que le professeur Agbo est l'auteur de ce livre. Donc, le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, ce livre est très important pour comprendre les mécanismes du franc CFA et la nécessité justement de nous doter d'une monnaie qui va nous permettre de conquérir notre indépendance. Une monnaie, comme il a expliqué durant les 4 premières émissions, dont la fonction est d'assurer le développement, d'assurer notre indépendance, notre souveraineté, sinon elle n'a pas de raison d'être. Il n'est pas question de se doter d'une monnaie par simple fantaisie, par simple caprice. Il s'agit ici de libérer tout un continent des relents du néocolonialisme qui continue sur toutes ses formes. Donc, notre émission de ce soir est donc consacrée justement aux questions qui ont été envoyées par les téléspectateurs. Je vais d'abord rapidement dire qu'il y a eu beaucoup d'interventions pour remercier le professeur Nicolas Grou, donc je ne vais pas les répéter à cette émission. Et il y a eu aussi beaucoup d'interventions, beaucoup de questions pour comprendre les mécanismes du franc CFA. Si le professeur Agbourou est d'accord, je lui demanderai quand même de rappeler quelques principes de fonctionnement du franc CFA en quelques minutes. Il serait quand même bon de le rappeler avant d'entamer les questions spécifiques aux solutions panafricanistes. Professeur Agbourou, à vous la parole. Merci. Merci à tous les auditeurs. En ce qui concerne le mécanisme du franc CFA, que vous savez que nous avons passé plus de 20 ans à l'expliquer. Cependant, compte tenu
de la demande qui est très forte, nous allons le résumer en quelques phrases. C'est-à-dire, c'est une monnaie purement nazie, en ce sens que les nazis, quand on parle du nazisme allemand, on ne voit que le sang qui est versé par les nazis. Mais il n'y a pas que ça. Les nazis ont utilisé l'arme monétaire pour justement piller méthodiquement les pays vassalisés par l'Allemagne nazie et plus particulièrement par la France. Le nazisme monétaire se manifeste par 4 manières, à savoir, première manière, c'est la présence des nazis au cœur du système monétaire, au cœur du système financier de la France, c'est-à-dire au sein de la Banque centrale de la France, qu'on appelle la Banque de France, il y avait les nazis. Et les nazis étaient omniprésents, donc aux devises, et à la Banque de France, à la douane, etc. Ils contrôlaient tout. Donc les nazis, à partir du centre nerveux de la finance, eh bien, ils contrôlaient tout, ils menaient la politique monétaire en leur faveur. Deuxième manière de manifestation du nazisme monétaire, eh bien, les nazis, quand ils viennent, ils trouvent une monnaie sur place, ils arrivent à dévaluer la monnaie. Comme par exemple, le franc français a été dévalué, c'est-à-dire le franc français avant, c'était un Deutschmark, qui est la monnaie allemande, était égal à 10 francs français. Et quand les nazis sont venus, ils ont simplement dit un Deutschmark, pour avoir un Deutschmark, il faut donner 20 francs français. Donc, on voit bien que les Allemands, par ce mécanisme de dévaluation autoritaire des francs CFA, ils se donnaient un grand pouvoir d'achat, ce qui leur permet donc de prendre presque gratuitement les matières, enfin les produits français dont ils ont besoin. Troisième manière, ils ont mis en place ce qu'on appelle le clearing. Le clearing, c'est un système de compensation qui est devenu pour nous les pays africains et utilisateurs du franc CFA, qui est devenu ce qu'on appelle les fonds d'opération. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire, les Allemands ont dit à la France d'exporter vers eux, les Allemands. Et, exemple, ils disent aux Français, exporter vers nous, par exemple, pour 100 millions de Deutschmark. Et puis, quand les Allemands reçoivent les marchandises dont l'équivalent, dont la valeur est de 100 millions de Deutschmark, au lieu de payer les Français exportateurs, ils disent aux Français, pour que nous puissions vous payer, d'abord, nous ouvrons chez nous, à Berlin, c'est-à-dire dans notre capitale, un compte pour vous, les Français, et quand vous exportez, par exemple, pour 100 millions de Deutschmark, nous mettons un signe plus. C'est ce qu'on appelle créditer le compte. C'est-à-dire, nous reconnaissons vous devoir 100 millions de Deutschmark. Cependant, les 100 millions de Deutschmark que nous vous devons, vous ne pouvez les utiliser qu'à 2 conditions. Première condition, vous devez importer de chez nous, c'est-à-dire acheter en Allemagne les produits dont vous, les Français, vous avez besoin. Ça, c'est la première condition. Mais la condition la plus terrible, vous devez avoir l'autorisation préalable de notre guide Führer, c'est-à-dire Adolf Hitler. Autorisation que Hitler, comme nous dit Pierre Arnoux, n'a jamais donnée. Au point que les Français étaient obligés, sous la menace de l'Allemagne nazie, d'exporter toujours des produits et d'une valeur de plus en plus grande. C'est ainsi que, comme nous dit Pierre Catala, qui était le ministre de l'économie et des finances de la France, de 7 milliards, ils sont passés à 100 milliards par mois, et ainsi de suite. Mais jamais les Français n'ont pu récupérer un seul centime. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été payés. Parce que, pour qu'on puisse bien comprendre, le gouvernement français vassalisé qui se trouve à Paris
Ce n'est pas lui qui produit les pommes de terre. C'est un exemple pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, quand les Allemands disent apportez-nous, exportez vers nous admettons l'équivalent de 100 millions de pommes de terre, eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, tout simplement, c'est la France, le gouvernement français vassalisé, qui décaisse l'argent de sa poche, paye les agriculteurs cash et envoie ses pommes de terre en Allemagne. Et l'Allemagne dit, bon, on reconnaît, vous devez 100 millions de Deutschmark. Seulement, il faut que, pour qu'on vous paye, il y ait l'autorisation préalable de Hitler. Autorisation que Hitler n'a jamais donnée. Bien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le clearing. Et quand les Africains, non, la France a été libérée du joug allemand, grâce au concours d'ailleurs des Africains, car ce sont des Africains qui sont entrés en guerre contre l'Allemagne nazie, eh bien, quand les Français ont été libérés, eh bien, en 1945, conformément à l'article 1 du décret 45-01-36, eh bien, le général de Gaulle a créé le franc des colonies françaises d'Afrique sur proposition de son ministre Jacques Préven, ministre de l'économie Jacques Préven, et de son ministre des colonies en la personne de Jacques Soustelle. Le général de Gaulle a dit, préparez-moi un décret de création du franc CFA. Et il l'a fait. Et quand ce décret a été préparé, eh bien, le général de Gaulle n'a fait que signer ce décret et le franc CFA a été créé comme ça, sans passer même par le Parlement. Et le général de Gaulle, soulignons-le avec force, était le président du gouvernement provisoire de la France. Donc, il a créé ça en urgence. C'est pour dire aux Africains que c'est d'abord une décision politique. Bien. Donc, le franc CFA a été créé comme ça, en urgence, et on l'a imposé aux Africains. Et ces Africains, et quand ils ont tous ces colonies, et quand beaucoup de colonies ont pris leur indépendance politique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement rejeté le franc des colonies françaises d'Afrique et en lieu et place, ils ont créé leur propre monnaie, comme par exemple le cas du Maroc. Mais malheureusement, il reste encore 15 pays d'Afrique qui utilisent le franc des colonies françaises d'Afrique et qu'ils appellent improprement leur propre monnaie. Donc ça c'est un des principes. Maintenant, il y a autre manifestation du franc CFA, c'est-à-dire du mécanisme du franc CFA. Ce que je viens d'expliquer, c'est ce qu'on appelle le compte d'opération. C'est-à-dire, quand les Africains, quand la France a été libérée, elle dit maintenant, la France dit aux Africains, exportez vers nous, la France, des biens dont nous, les Africains, nous avons besoin. C'est ainsi que de 1945 jusqu'à 1975, vous avez entendu parler du boom économique de la France. C'est-à-dire, les Africains ne faisaient qu'exporter les matières premières dont la France a besoin. Et la France, au lieu de payer les Africains, ne fait que mettre un signe plus, c'est-à-dire ne fait que créditer les comptes, mais ne paye jamais les Africains. Pour que vous puissiez bien comprendre, lorsque un pays comme le Ghana, comme le Nigeria et d'autres pays du reste du monde qui ne sont pas membres de la zone franc CFA exportent vers la France des biens, eh bien la France, pour payer ces pays-là, puise dans son coffre-fort des devises, c'est-à-dire des monnaies étrangères, et paye ces pays-là. En ce qui concerne le franc CFA et les pays de la zone franc CFA, la France ne paye rien du tout. Elle ne fait que créditer et elle paye avec les signes plus. Donc, ça, c'est, comment on appelle, le principe des comptes, d'opération. Et le dernier, alors, donc, ça, c'est un des principes. Autrement dit, ce que je voulais faire comprendre, au niveau de la zone franc CFA, il faut retenir qu'il y a ce qu'on appelle les institutions et de l'autre côté, les 4
principes. Quels sont ces 4 principes? Il y a le principe des comptes d'opération que je viens d'expliquer. Il y a le principe de la libre convertibilité des francs CFA, hier en francs français et aujourd'hui en euros. Et le principe de la fixité des parités et le principe de la libre transférabilité des francs CFA de la zone franc CFA vers la France. Tous ces 4 principes convergent vers un même but, enrichir la France et appauvrir les pays de la zone franc CFA. Expliquons-les sommairement. Je viens d'expliquer à peine le principe des comptes d'opération qui consiste et qui oblige donc les pays de la zone franc CFA à exporter vers la France comment on appelle, les biens dont la France a besoin, donc enrichir la France. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que les pays africains de la zone franc CFA sont obligés, je dis bien obligés, de déposer 100%, l'intégralité, la totalité de leurs recettes d'exportation qu'ils gagnent à l'extérieur. Je m'explique. Si les pays de la zone franc CFA ont exporté, admettons, vers les États-Unis pour 1000 milliards de dollars, eh bien, ces 1000 milliards de dollars, au lieu d'aller en Afrique, au lieu d'aller directement en Afrique, qui sont des monnaies étrangères, eh bien, on donne ça à la France. Et la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, près de Clermont-Ferrand, en Auvergne, et puis, en contrepartie, produit des faux billets qu'on appelle les francs CFA. Et elle s'approprie donc les devises. Et c'est grâce à ces devises, ce sont ces devises que la France utilise pour pouvoir importer les biens d'équipement dont elle a besoin. Mais en contrepartie, les francs CFA n'étant pas convertibles, ne pouvant pas être utilisés en dehors de ces pays de la zone franc CFA, que font donc les pays africains? Les pays africains sont bloqués. Ils sont strictement bloqués, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas importer, ils ne peuvent pas acheter à l'extérieur les biens d'équipement, les biens industriels dont ils ont besoin pour transformer chez eux toutes les matières premières en produits finis, générateurs de richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Voilà pourquoi les pays africains de la zone franc CFA sont sous-industrialisés et par conséquent très pauvres, parce qu'il n'existe pas sur la Terre un seul pays riche qui ne soit pas industrialisé. L'industrialisation est la clé de voûte du développement. Pour comprendre, c'est de 1945 jusqu'à 1973, c'est 100%. Et de 1973 jusqu'à l'an 2020, la France, dans sa générosité légendaire, a dit, bon, nous ne demandons plus 100%, mais nous demandons simplement 65%. 65%. C'est-à-dire, de 1973 jusqu'à l'an 2000, c'est plus de l'an 2000, nous demandons 65%. Autrement dit, si vous, les Africains, vous avez vendu à l'extérieur pour 100 milliards de dollars, 100 milliards de Deutschmark, 100 milliards de yens, eh bien, on prend 65%. Donc, nous prenons 65 milliards. Et depuis 2000 jusqu'à maintenant, progressant toujours dans sa générosité légendaire, la France dit, donnez-nous simplement 50%. C'est-à-dire, si vous avez vendu pour 10 000 milliards, eh bien, vous nous donnez la moitié des 10, c'est-à-dire 5 000 milliards, c'est pour nous les Français. Voilà le système. Ce qui a pour but, donc, de paralyser, de bloquer l'industrialisation des pays africains de la zone française et donc maintenir les Africains dans une pauvreté négativement dynamique contre les Africains. Ça, c'est le principe. Deuxième principe, il y a ce qu'on appelle le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en francs français et aujourd'hui
en euros. On fait comprendre aux Africains que le franc CFA est convertible. La réalité, elle est autre. On dit qu'une monnaie est convertible, c'est-à-dire quel que soit le pays où celui qui est détenteur d'une monnaie, d'une devise va, on peut lui donner en contrepartie de la monnaie locale. Je m'explique. Lorsque vous avez dans votre poche, par exemple, le dollar, ou bien l'euro, ou bien le yen, etc., prenant le dollar, eh bien, vous allez dans n'importe quel pays du monde. Vous arrivez dans ce pays, eh bien, vous allez dans une banque, vous dites, voici, admettons, je donne 1000 dollars, eh bien, voici 1000 dollars, eh bien, on va convertir. Et si un dollar vaut par exemple 400 francs CFA, eh bien, 1000 multiplié par 400, ça vaut 400 000 dollars, 400 000 francs CFA, et ainsi de suite. Eh bien, c'est valable pour toutes les monnaies convertibles. En ce qui concerne le franc CFA, quel que soit le pays, je dis bien quel que soit le pays dans le monde où vous allez avec les francs CFA en poche, vous ne pouvez pas les utiliser. Je dis bien quel que soit le pays, y compris même les pays dits de la même zone monétaire. Exemple, vous êtes du Congo-Brazzaville, vous avez des francs CFA, vous quittez l'Afrique centrale et vous allez en Afrique de l'Ouest, par exemple en Côte d'Ivoire, etc., dont la banque centrale, c'est la BCAO, eh bien, vous ne pouvez pas les utiliser. Vous ne pouvez pas dire, comme je suis dans la même zone franc CFA, je m'avais sur le marché, j'achète comme ça. Non, il faut passer encore au niveau de la banque centrale, au niveau de la banque qui va vous allez acheter les zéros, lesquels zéros seront convertis après en francs CFA, mais de l'Afrique de l'Ouest, et réciproquement. En un mot, les francs CFA de l'Afrique de l'Ouest, d'une part, et les francs CFA de l'Afrique centrale ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire, c'est un système mis en place par la France pour bloquer structurellement les échanges intracommunautaires entre les Africains, pour que les Africains n'échangent pas entre eux commercialement, mais que tout se soit arrivé vers la métropole, vers Paris. C'est ça, parce que c'est un système mis en place à l'époque coloniale par les colons et pour les intérêts vitaux des colons. Donc, ici, quand on vous dit le franc CFA est une monnaie convertible, ce n'est pas vrai. Maintenant, pourquoi dit-on que c'est une monnaie convertible? En réalité, voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est un système mis en place pour permettre à la France de s'enrichir sans cause sur le dos des Africains. C'est-à-dire, la France, à travers ce système, va s'enrichir sans avoir travaillé, va s'enrichir sur le dos des Africains. Comment? Et ceci en 4 occasions. La première occasion, quand les Africains gagnent, on va dire, première occasion, c'est les exportations des Africains. C'est-à-dire, ici et maintenant où je vous parle, lorsque les Africains exportent et exportent donc des marchandises vers tous les pays du reste du monde, que ce soit vers le Japon, ils vont obtenir le yen japonais, vers les États-Unis, ils vont obtenir le dollar, et vers n'importe quel pays, eh bien, toutes ces monnaies étrangères qu'on appelle les devises, eh bien, prenons un cas précis, c'est le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a exporté vers tous ces pays-là. Le Congo-Brazzaville va donc obtenir des devises. Mais, prenons un cas précis. Si le Congo-Brazzaville a exporté, par exemple, un milliard, pour 1 milliard de dollars, a exporté pour 1 milliard de dollars des produits vers les États-Unis, eh bien, au Congo-Brazzaville, on n'utilise pas les dollars. On utilise le franc CFA. Donc, le Congo-Brazzaville, ici et maintenant, je vous parle, va courir pour dire à la France, voici 1 milliard de dollars, il faut convertir en CFA pour que moi, Congolais de Brazzaville, je puisse les utiliser. Eh bien, la France dit merci. Merci, nègre.
eh bien, arrête-toi là, je prends vos milliards et votre milliard de dollars, j'appuie sur ma machine qui se trouve à Chamalière, je vous sors les faux billets que moi, j'appelle votre monnaie parce que vous êtes colonisé. Vous êtes incapable de comprendre la réalité. Eh bien, la France s'approprie le milliard et on vous donne des francs CFA. On dit que la France vient de convertir les francs CFA. Hein? Elle vient de convertir les devises des Congolais en devises. Donc, résumons-nous, la première occasion pour la France de s'enrichir sans cause, sans avoir travaillé sur le dos des Africains, c'est pendant la conversion des devises obtenues par les Africains en CFA. Et ceci par un seul pays qui s'appelle la France. Ça, c'est la première occasion. La deuxième occasion, c'est pendant l'endettement, c'est-à-dire des pays comme, prenons toujours le cas du Congo, Brazzaville, va aller s'endetter, que ce soit auprès de la Chine, auprès du Japon, etc. Pendant l'endettement, ce pays-là va avoir des devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères. Eh bien, une fois le Congo-Brazzaville a eu, admettons, 10 millions de yens, parce que le Japon a prêté 10 millions, eh bien, puisqu'on n'utilise pas les yens au Congo-Brazzaville, eh bien, le responsable du Congo-Brazzaville va aller donner les 10 millions de yens à la France, qui s'en approprie, appuie sur sa machine, sort les faux billets qu'on appelle les francs CFA, et pendant donc l'endettement, la France s'enrichit. C'est l'endettement des Africains. Donc, l'endettement, deuxième occasion, c'est pendant l'endettement. Et ceci, les Africains sont actuellement endettés, mais ils enrichissent la France. Les enfants des enfants africains qui ne sont même pas nés sont endettés, mais c'est pour enrichir la France. Ça, c'est la deuxième occasion. La troisième occasion, c'est pendant les transferts d'argent des membres de la diaspora, c'est-à-dire des Africains qui sont hors de l'Afrique francophone, qu'ils soient aux États-Unis, en Angleterre et en France, un peu partout. Quand ils envoient de l'argent à leurs parents qui sont au pays, prenons le cas des Africains qui sont aux États-Unis, quand ils envoient de l'argent à leurs parents qui sont au Congo-Brazzaville, ils envoient par exemple 1 million de dollars, eh bien, les parents ne sont pas payés en dollars. Ils sont payés en quoi? En CFA. Il y a un pays, un seul qui peut convertir en CFA, c'est la France. Donc, la France s'enrichit pendant le transfert des fonds de la diaspora. Or, on sait aujourd'hui que les transferts des fonds de la diaspora, le montant est plus élevé que ce qu'on appelle l'aide publique au développement et les dons. Et c'est la quatrième occasion. Lorsque les Africains reçoivent l'aide publique au développement et les dons, tout ça c'est libéré en devises. Mais pour transformer tout ça, pour convertir en CFA, il y a un pays, c'est la France. Voilà donc, c'est la conversion. Et c'est pourquoi on dit que le franc CFA est convertible. En fait, cette convertibilité dont on parle, c'est tout simplement une petite mise en place pour permettre à l'ancienne puissance esclavagiste, c'est-à-dire la France, de s'enrichir sur le dos des Africains sans avoir travaillé. Donc, ça, c'est le principe de la libre convertibilité. Alors, on va prendre une deuxième question, donc, qui va aller dans le même sens. Cette fois-ci, c'est par rapport aux 4 émissions. Il y a donc un téléspectateur, M. Biva Biani, qui a posé la question de savoir les pays comme l'Angola, comme le Ghana, comme la RDC, qui ont leur propre monnaie, ne se développent pourtant pas. Pourquoi la monnaie unique africaine fera-t-elle mieux que les monnaies de ces pays qui ne sont pas dans la zone française? Bien. Donc, si je comprends bien la question, celui qui s'interroge, il veut dire qu'il y a des pays qui ont leur propre monnaie nationale et ils ne sont pas développés. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, comment la monnaie unique africaine peut contribuer à leur développement, c'est ça? Absolument. Oui. Bien. Alors, nous disons, cette mosaïque des monnaies nationales des Africains, eh bien, cette mosaïque ne fait pas avancer les Africains. Parce que
comme vous le voyez, sans faire toutes les démonstrations intellectuelles compliquées, il suffit qu'ils ouvrent les yeux. Regardez le niveau de développement des pays qui sont fédérés. On commence par les États-Unis d'Amérique. Tous ceux qui, c'est-à-dire 50 pays africains, 50 pays américains utilisent une seule monnaie, l'État fédéral. De l'État fédéral, c'est le dollar. Maintenant, sur le même continent, il y a d'autres pays qui ne sont pas rentrés dans l'État fédéral. Le Salvador étant le... Vous voyez dans quel niveau, dans quel état de pauvreté ils sont comparés aux États-Unis. Donc, nous disons que, parce que la question c'est ça, en quoi la monnaie unique africaine peut contribuer au développement, je dirais même spectaculaire, des pays africains. Pour plusieurs raisons. D'abord, il s'agit de mutualiser nos efforts. Deuxièmement, il y aura une gestion rationnelle, mais surtout, je vous ai déjà dit, la monnaie unique africaine sera garantie par la valeur synthétique des matières premières stratégiques que nous détenons, que ce soit l'or, le diamant, le coltan, etc. Et je vous ai dit, pour faire la monnaie unique africaine, c'est une décision politique parce qu'aujourd'hui, avec la découverte de 31 millions de tonnes d'or en Ouganda, les pays africains, une fois ils ont pris conscience qu'il faut qu'ils se mettent ensemble, la monnaie unique africaine sera garantie par 120 000 tonnes d'or. C'est-à-dire, on demande aux différents pays africains de donner chaque année 30 tonnes d'or. Je dis chaque année 30 tonnes d'or. Et ceci sur peut-être 100 ans. Mais au lieu d'attendre 100 ans, on demande tout simplement à l'Ouganda, cher pays, frère, sur 31 millions de tonnes d'or, prenons sur les 1 million de tonnes, prenons simplement 120 000. Et la monnaie unique africaine, elle est garantie. Super, hein, la mieux garantie qui puisse exister sur la terre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous allons dire, tous ceux qui veulent commercer avec les Africains, il faut qu'ils nous payent, nous les Africains, ils nous payent dans notre propre monnaie, qui est la monnaie unique africaine en abrégé, la MUA. Vous allez dire, mais ça veut dire quoi? Parce que l'Afrique détient toutes les matières premières les plus importantes qui puissent exister. Pour qu'on puisse comprendre, il y a le cas de la Russie, de Vladimir Poutine. Quand tous les pays occidentaux se sont liés contre la Russie dit, bon, c'est pas grave. Tout ce que je vous demande, vous me payez désormais mon gaz dans ma monnaie qu'on appelle le rouble. Que s'est-il passé? Eh bien, les Occidentaux sont coincés. Puisque la Russie détient le gaz, puisque la Russie détient le blé, la Russie est le troisième pays exportateur mondial du pétrole, premier producteur mondial du blé, etc. En un mot, puisque ces pays ne peuvent pas se passer des biens détenus par la Russie, ils sont obligés, je dis bien obligés, de chercher à travers le monde entier. Autrement dit, ils sont obligés d'aller sur le marché des monnaies qu'on appelle le marché des changes, acheter le rouble et avec le rouble qui est la monnaie de la Russie, payer leur facture de gaz. C'est exactement ce qui va se passer avec les Africains. Si les Africains arrivent à saisir cette opportunité unique pour dire nous faisons notre monnaie qui est la mieux garantie qui puisse exister sur la terre parce que nous avons l'or, il n'existe pas un seul pays africain qui n'ait pas d'or, ça c'est déjà un. Deuxièmement, nous allons commercer avec le reste du monde, c'est vrai, mais nous allons exiger qu'ils nous payent dans notre propre monnaie. L'offre, la demande de la MUA, monnaie unique africaine, sera supérieure à son offre. Donc, elle prendra forcément de la valeur, car quand la demande d'un bien est supérieure à l'offre, eh bien, la valeur de ce bien augmente. Maintenant, quelles sont les conséquences? Eh bien, puisque nous avons la meilleure monnaie, nous aurons la meilleure monnaie du monde. Nous pouvons acheter tout ce que nous voulons. Nous allons nous industrialiser.
nous n'allons plus dépendre ni du FMI, ni de la Banque mondiale, parce que nous aurons les moyens de payer nos forces de travail. Les Africains seront mis au travail. Et ceci dans tous les secteurs. Parce que pour produire la richesse, d'abord, qui produit la richesse, c'est l'homme. Mais pour que l'homme puisse produire la richesse, il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est de le mettre en esclavage. On va dire que cette méthode, même s'il existe encore, est dépassée. La deuxième méthode, c'est de le payer. Et c'est ce que les Chinois ont fait. Les Chinois ont créé leur yen et ils ont mis les Chinois au travail. La Chine, je veux dire, a mis les populations au travail. Aujourd'hui, la Chine est sur le toit du monde. Alors que les Chinois mouraient de faim, les Chinois excellaient dans l'anthropophagie. Aujourd'hui, nous qui sommes atomisés, nous qui sommes émiettés avec nos monnaies insignifiantes, grâce à la monnaie unique, les Africains vont mutualiser leurs efforts et toutes les énergies vont se développer et vont se déployer au profit de la production des richesses pour l'Afrique. Voilà, grosso modo, voilà ce que nous pouvons dire. Donc, l'émiettement des Africains n'est pas conseillé. D'ailleurs, ceux qui ont créé la conférence de Berlin de 1884-1885, ils le savaient. Voilà pourquoi ils ont fait de l'Afrique une poussière d'État microscopique incapable de résister aux autres chocs. Aujourd'hui, quand vous êtes en guerre, comment pouvez-vous produire? Il n'y a pas de production, il n'y a pas de développement dans un pays qui est en guerre. Or, si nous sommes unis, nous aurons notre propre défense. Nous aurons avec notre monnaie, et c'est là, je crois qu'on va en venir. Surtout, l'occasion, elle est unique. Nous allons nous armer puissamment. Donc, nous allons avoir les dividendes de la paix. Et mieux, nous allons nous industrialiser. Et partout, les Africains vont circuler librement dans leur continent. Ils vont s'installer partout. Merci beaucoup, professeur Agbo. Alors, donc, on va prendre une question qui touche à une spécialité que vous avez aussi, notamment la question de la pauvreté structurelle. Il y a Monsieur Ange Mouyeni qui donc a posé la question suivante. Il dit, qu'est-ce que vous pensez de l'équation que les Occidentaux ont retenue pour lutter contre le réchauffement climatique, à savoir moins de population égale moins de besoins, moins d'industrie égale moins de pollution égale moins de réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez que nous avons une alternative par rapport à ça? Bien. Alors, les Occidentaux peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Hein. Nous avons un problème immédiat, c'est de nous développer. Donc, ce n'est pas leur desiderata que nous allons prendre en considération. Nous devons comprendre, et c'est là peut-être un élément de réponse. Aujourd'hui, l'énergie solaire est propre. Est propre, inépuisable, surtout pour les pays africains. Donc, si nous voulons nous mettre dans une logique non seulement du développement, mais dans une logique de l'écologie, il suffit simplement que nous arrivions à développer les énergies renouvelables, parmi lesquelles il y a l'énergie solaire. C'est ça. Donc, si nous développons, pour que nous puissions nous développer de façon rapide, il faut que nous mettions l'accent sur l'énergie solaire. Et on aura partout, d'abord l'énergie solaire va rentrer dans les campagnes, ce qui permet donc aux paysans de vivre désormais avec cette énergie solaire et n'aura plus besoin de bois de chauffage, etc. Parce que quand l'énergie solaire rentre partout, même dans les campagnes auront accès aux nouvelles commodités, que ce soit les frigos et tout le reste. Donc, ça, c'est déjà un. Le couvert végétal sera protégé, etc. Et donc, ensuite, avec l'énergie solaire, eh bien, nous pensons, en tout cas, il ne s'agit pas de se polariser dessus, mais on peut développer le pays, on peut développer l'Afrique avec moins de pollution. Il faut mettre l'accent sur les énergies renouvelables, moins polluantes, parmi lesquelles, j'ai dit, il y a
le solaire. Et c'est là, je voudrais m'arrêter parce que vous savez qu'on peut avoir les trains électrosolaires, les avions électrosolaires, tout ça, les voitures électrosolaires, tout peut fonctionner avec l'énergie solaire. Voilà, ce n'est plus un problème technique, c'est une question de décision politique. Les panneaux solaires partout. En Afrique, on n'a pas ce problème. Il suffit simplement que les dirigeants africains prennent conscience qu'ils doivent donner l'énergie à tout le monde. Et le continent le mieux entouré au monde, c'est l'Afrique. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur. Il y a une question à nouveau de M. Biyani qui s'inquiète. Il dit qu'il a l'impression que les Africains ne prennent pas à cœur la création de cette monnaie unique. Et pour lui, il vous pose la question, quelles sont les raisons? D'abord, parce qu'il faut d'abord une information. Il faut que les Africains soient sérieusement informés. Deuxièmement, il faut qu'ils prennent conscience de l'enjeu et que ceux qui nous ont divisés ne l'avaient pas fait par hasard. Donc, nous disons aujourd'hui, l'occasion est unique. L'occasion est unique parce que depuis plus de 5 siècles, pourquoi nous sommes encore dans l'esclavage? Parce que nous sommes incapables de nous défendre. Nous sommes incapables de nous défendre sur tous les plans, et particulièrement sur le plan militaire. Lorsqu'on parle du triangle de souveraineté, c'est d'abord la monnaie. Triangle, ça veut dire 3. C'est d'abord la monnaie. C'est avec la monnaie, quand on dit monnaie, c'est trop technique, parlons de l'argent. Si on a notre propre monnaie, donc si on a notre propre argent, nous pouvons satisfaire non seulement nos besoins essentiels dont nous avons parlé, parmi lesquels se trouve le deuxième point du triangle, c'est la défense. C'est grâce à la défense que nous allons nous sécuriser ensemble. Et à partir de là, le droit positif, c'est-à-dire la Constitution. Donc, nous disons purement et simplement, les Africains ne sont pas toujours conscients, ne sont pas encore pour le moment conscients de la nécessité de se donner une monnaie unique parce qu'ils sont en état de sous-information et par rapport aux enjeux internationaux, ce qui se passe dans le monde. Quel est le pays africain qui peut se défendre aujourd'hui tout seul face à l'Union européenne, face les États-Unis d'Amérique et ainsi de suite? Aucun. Aujourd'hui, l'Angleterre peut se lever, aller mettre le Nigeria, le grand Nigeria en esclavage et il n'y a rien. Peut mettre à nouveau le Ghana, comment on appelle, en esclavage et il n'y aura personne. On l'a vu, on a vu la démonstration. La France s'est levée, est partie frapper la Côte d'Ivoire de Gbagbo, plusieurs milliers de morts et il n'y a personne. Ça veut dire que face à ces événements dramatiques, nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir. Et le moyen le plus puissant de nous unir immédiatement, c'est la monnaie unique. Mettons-nous ensemble parce que c'est un problème existentiel. Si nous ne faisons pas ça, eh bien, nous serons esclaves chez nous. Aujourd'hui, nous avons une chance exceptionnelle que les mêmes Occidentaux, surtout ceux qu'on appelle les G7, ils sont ligués contre la Russie, laquelle Russie n'a jamais colonisé un seul pays africain. Et la Russie a démontré à la fois du monde qu'elle est à côté de l'Afrique. Il suffit de prendre l'image forte. Quand Vladimir Poutine, le Russe, a reçu le Français Emmanuel Macron, eh bien, Emmanuel Macron était à un bout. À un autre bout se trouve Vladimir Poutine autour d'une table d'une longueur qui peut excéder 5 mètres. Mais le jour où le même Vladimir Poutine a reçu Macky Sall, président de l'Union africaine, mais c'est côte à côte, deux tabourets. Une façon de dire aux Africains et au monde entier que nous, les Russes, nous, la Russie, nous avons toujours été à côté des Africains. Nous avons toujours défendu la cause africaine. Aujourd'hui, il y a un monde nouveau
c'est le monde multipolaire. Vous, les Africains, ne ratez pas ça. C'est le moment qui vous est donné. Et nous, les Russes, nous sommes prêts à vous donner les moyens objectifs de votre défense. C'est-à-dire, on va vous armer puissamment. Et ça a commencé au Mali. Mais tout ça, le fond, c'est l'argent. Il faut l'argent. Donc, il est impératif que les Africains s'unissent autour d'une monnaie unique que nous appelons la MUA, la monnaie unique africaine. C'est cette monnaie unique africaine, comme je vous l'ai dit, puissamment garantie, qui est recherchée, qui sera recherchée à travers le monde entier pour pouvoir commercer avec l'Afrique. C'est cette monnaie puissante qui permettra aux Africains de s'acheter des armes et s'armer puissamment. C'est l'occasion qui est donnée aux Africains de se donner une arme nucléaire contre le gré des Occidentaux. Parce qu'au moment où les Occidentaux font la guerre à la Russie et que la Russie dit, vous les Africains, je suis avec vous, eh bien, il suffit simplement que les Africains prennent conscience, parce que le problème, c'est un problème d'éveil de conscience. Et puis, tout de suite, ils se donnent les moyens de leur propre libération, un des moyens puissants, c'est de se donner la monnaie unique. Nous sommes unis autour de notre monnaie. Notre monnaie est garantie, la plus garantie qui puisse exister sur la Terre. La mieux demandée qui puisse exister, parce que c'est nous qui sommes le réservoir de toutes les matières premières. Donc, c'est de tout ça que les Africains doivent prendre conscience. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que si on ne le fait pas, nous allons disparaître. Et nous disons, cette occasion, elle est unique. Parce que pour le moment, les Africains, et non, la Russie de Vladimir Poutine est en conflit ouvert avec les Occidentaux. Donc, il est urgent, plus que jamais urgent, de courir vers la Russie et asseoir les bases consistantes de notre coopération avec la Russie. Le Mali l'a déjà commencé. Il est malheureux de constater que parmi les Africains, il y a encore quelques Africains, non seulement ne font pas ce qu'il faut faire, mais vont même combattre la Russie. Ceux-là, heureusement, ils sont minoritaires. Mais c'est toute la population africaine qui doit s'élever comme un seul homme pour dire, voilà l'occasion unique, depuis 5 siècles, voilà l'occasion unique qui nous est donnée pour nous libérer. Et comme il ne faut pas faire preuve d'angélisme sur cette terre, il faut s'armer puissamment. Qui peut nous vendre les armes? Parce que, eh bien, c'est la Russie. La Russie est prête à armer les Africains pour la défense des Africains. Parce que ceux qui ne veulent pas nous écouter, ils doivent comprendre que dans la logique de l'occupant, dans la logique de l'ennemi sempiternel, dans la logique de l'ancien esclavagiste et du néocolonialiste, il est hors de question d'armer un esclave. Parce que si l'esclave est armé, il peut se rebeller, il peut se retourner contre son maître. Voilà la logique. Voilà pourquoi plus de 60 ans de coopération militaire entre la France, par exemple, et les Africains, ça ne donne rien du tout. Vladimir Poutine dit, vous les Africains, je suis là à votre disposition. C'est d'ailleurs ce que le Mali a compris. Voilà pourquoi le Mali a posé 5 actes héroïques en ce qui nous concerne. Premier acte, a renvoyé l'ambassadeur français de Bamako. Deuxième acte héroïque, a renvoyé l'armée d'occupation Barkhane. Troisième acte héroïque, a fermé tous les médias français qui font de la désinformation. Quatrième acte héroïque, eh bien, le Mali a quitté le G5 Sahel. Et enfin, cinquième acte, le Mali a rompu les accords de coopération militaire avec la France et en lieu et place a mis la Russie. Pourquoi le Mali fait ça? Parce que le Mali coopère étroitement avec la Russie. Et les Occidentaux, ils sont obligés de se soumettre, de respecter les actes du Mali. Parce qu'on sait que qui touche aujourd'hui le Mali aura affaire
à la Russie. Donc, pour ne pas trop m'étarder, il faut que les Africains comprennent que nous avons besoin de la monnaie unique qui peut se faire en moins d'un mois, parce que ce sont des décisions politiques. Et c'est avec cette monnaie unique, nous allons réaliser tout ce qui est avantageux, nous allons acquérir tout ce qui est avantageux pour l'Afrique et nous allons nous sauver ensemble. Ce n'est pas en étant émiettés, en ayant une mosaïque de monnaies qui ne valent rien, qu'on peut faire quoi que ce soit. C'est la monnaie unique, le moyen puissant qui va nous libérer, parce qu'on dit l'argent est le nerf de la guerre. Merci beaucoup, professeur Agbou. Nous allons donc clôturer cette série d'émissions. Je vous remercie sincèrement parce que vous avez tenu parole. Nous avons promis d'aller jusqu'au bout de ces 5 émissions. Je rappelle encore à nos téléspectateurs que le livre du professeur Agbou est ici à l'écran, donc le franc CFA et le recompte l'Afrique. C'est un livre fondamental pour comprendre les fondements du franc CFA. Il aborde d'ailleurs la question de la monnaie unique africaine à l'intérieur de ce livre. Et puis, vous aussi retrouver ces multiples conférences en ligne. Et le professeur Agbou est à la disposition de tout le monde. Je voudrais rappeler au professeur Agbou que la première fois où nous avons fait ensemble à Toulouse une conférence avec le professeur Biogo et lui-même, c'était en 2005. C'est pour rappeler à tous les Africains qui se battent aujourd'hui sur la question du panafricanisme qu'il ne s'agit pas d'une question simple et facile. Il faut y entrer avec de la connaissance et des moyens. Professeur Agbou, peut-être que vous ne vous rappelez pas, c'est en 2005, à l'Université de Toulouse, où nous avons organisé la première conférence sur le franc CFA et nous distribuions ce livre sous le manteau à l'époque. Et il faut rappeler aux uns aux autres qui rentrent dans le combat, c'est la résistance, c'est la constance, c'est surtout l'endurance, parce que ce n'est pas simple. Le professeur Agbou est un combattant organique sur les questions africaines. Il n'a jamais refusé de venir à nos invitations de tous les peuples africains en France. Il est à notre disposition et encore une fois, je voulais vous rendre hommage, professeur. Merci beaucoup. Ça ne nous rajeunit pas, mais ça permet aux jeunes qui rentrent aujourd'hui dans le combat de comprendre qu'il faut se donner corps et âme pour ne pas trahir la cause, parce que l'une des raisons de notre échec, c'est aussi la traîtrise entre nous. Hein. Ceux qui font le combat le jour avec vous et la nuit, ils servent ceux que nous connaissons. Donc, merci professeur Agbou, encore une fois, de nous avoir accordé ce temps sur TLR TV qui vous sera reconnaissant également. Et je vous dis encore une fois, on vous attend au Congo-Brazzaville. Nous ferons tout pour que vous veniez au Congo-Brazzaville pour faire ce travail auprès de nos populations. Merci, professeur. Merci. Donc, nous clôturons cette émission par cette dernière émission. J'ai fini par remercier le professeur Agbou, mais je voulais aussi dire à nos téléspectateurs que nous allons revenir avec d'autres émissions, y compris sur le Mali, comme le professeur Agbou l'a dit. Nous avons des invités intéressants qui viendront nous exposer la situation du Mali, qui sont au cœur de l'action. Nous allons aussi inviter d'autres panafricanistes qui viendront. Et donc, merci d'avoir suivi encore une fois, au mot dernier mot, l'Union fait la force, la solution panafricaniste. Nous reviendrons très prochainement. À bientôt. Bien. Merci. En tout cas, merci pour avoir organisé cette conférence et j'espère que nos compatriotes africains feront l'effort nécessaire pour comprendre qu'il y a une occasion unique, je dis bien unique, depuis 5 siècles qui s'offre à nous. Il ne faut pas que nous rations ce train de ce monde multipolaire qui est dirigé par le Russe Vladimir Poutine, lequel Vladimir Poutine se met à notre disposition pour une étroite coopération, et ceci dans le but de nous libérer. Je vous remercie. En tout cas, merci une fois de plus pour avoir organisé cette rencontre. Au revoir. Au revoir. Merci, professeur. À bientôt. Kongo na biso ebonga boye ezala kongo moko